Papa m'a dit, on saute les vacances cette fois. Budget serré. Une semaine plus tard, j'ai ouvert Facebook. Mes parents, mon frère et ma sœur étaient à Rome, souriant sous le Colisée. 132 photos. Je suis restée silencieuse. Puis maman a envoyé un texto, peux-tu virer 2600 € pour les billets? J'ai répondu par, nous planifions ces vacances en famille depuis des mois. Rome, la destination de rêve de maman, et apparemment maintenant celle de tout le monde aussi. Tout a commencé simplement, une conversation de groupe, des tableaux Pinterest, des discussions sans fin sur les dates, des alertes de vol, des critiques d'hôtels et des conseils pour faire les valises. Je participais à chaque conversation. J'ai même aidé Émilie à trouver une promotion sur des bagages à main et j'ai passé des heures à aider Romain à vérifier si son passeport était encore valide. Je n'étais pas seulement incluse, j'étais impliquée, investie, excitée. Je n'avais aucune idée que pendant que j'aidais à réserver des billets de musée et à choisir des restaurants à essayer, ma propre famille prévoyait déjà de m'exclure. Il n'y a eu aucune dispute, aucune bouderie, aucune tension dans la maison. En fait, nous venions juste d'aller faire les magasins pour des tenues de vacances la semaine avant que ça n'arrive. Maman a acheté une paire de sandales compensées ridicules qu'elle disait ne porter qu'en Europe. J'étais là, dans le magasin avec elle. Elle m'a demandé si ses lunettes de soleil faisaient, assez Romain. Je me souviens d'avoir ri. Alors, quand papa m'a dit, de manière très décontractée, que nous annulions le voyage pour des raisons budgétaires, je l'ai cru. C'était un dimanche matin, la cuisine sentait encore le café et le pain grillé. Il a dit que ce n'était pas le bon moment pour dépenser des milliers d'euros dans des vacances, pas avec Romain qui commençait l'université, les réparations de la voiture d'Émilie et les factures qui s'accumulaient. Il a même dit qu'on pourrait peut-être faire quelque chose de local à la place, des vacances à la maison. J'étais déçu, oui, mais je comprenais. Je travaille à temps partiel, je suis des cours du soir et je participe financièrement quand je le peux. Je n'allais pas me plaindre. J'ai juste dit, d'accord. Une semaine s'est écoulée. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Le travail était prenant. Je rattrapais mes devoirs. Puis, un mardi après-midi au hasard, j'ai ouvert Facebook pendant ma pause. J'étais assise dans l'arrière-salle de la librairie où je travaille, faisant défiler sans vraiment regarder. Et puis je l'ai vue, Émilie, devant le Colisée, souriant comme si elle était née là, portant ce stupide chapeau rouge qu'elle avait juré ne jamais vraiment porter. Sa légende disait « Ciao da Roma ». On l'a enfin fait, suivi d'un emoji bisou. J'ai arrêté de respirer. J'ai actualisé la page, pensant que c'était peut-être un souvenir, quelque chose d'ancien. Mais non, la publication suivante était de maman. Elle tenait un cappuccino et portait ses maudites sandales compensées. Petit déjeuner à Rome. Pas mal pour un lundi. Puis d'autres sont arrivés. Papa au Vatican. Romain essayant de flirter avec une pauvre romaine à la terrasse d'un café. Des photos de groupe, des égo-portraits, des paysages, des assiettes de nourriture, des verres de vin, des croissants, des baguettes, même une fichue photo de tous les 4 recréant une scène de la Dolce Vita. 132 photos. J'ai compté. Chacune d'entre elles confirmait ce que mon cerveau ne pouvait pas encore assimiler. Ils étaient partis sans moi. Personne ne me l'a dit. Pas un avertissement, pas un mensonge, pas même une fausse excuse. Ils sont juste partis, ont pris un avion et ont traversé le monde comme si je n'existais pas. Je suis restée assise là pendant plus d'1 heure, à regarder ces photos, me demandant quand ils avaient pris la décision. Qui l'avait suggéré? Qui avait dit, ne le dites pas à Béatrice? Je me demandais s'ils avaient parlé de moi à l'aéroport ou dans l'avion. Avaient-ils ri du fait que j'avais acheté des collations pour le vol que je n'ai jamais pris? Je n'ai pas envoyé de texto. Je n'ai pas appelé. Je suis juste rentrée chez moi après le travail et je me suis assise dans ma chambre. Je ne pouvais même pas pleurer. C'était trop absurde, trop énorme pour paraître réel. Jusqu'à 21h42. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. C'était maman. Peux-tu virer 2600 € pour les billets? Nous te rembourserons à notre retour. Je t'aime. C'est à ce moment-là que je suis sorti de ma torpeur. Jusque-là, je n'avais aucun plan, aucune colère, juste cette douleur creuse dans ma poitrine. Mais ce texto m'a réveillé. J'ai répondu instantanément. Bien sûr. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et je leur ai envoyé exactement 1 € avec une note, Buon Viaggio. Pas de réponse.
Pas d'excuses. Juste le silence. Mais je n'étais pas surprise. Je savais déjà à quel genre de personne j'avais affaire. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de Romain. « Tu n'as pas envoyé l'argent, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un autre est arrivé. « Sérieusement, maman panique. Envoie-le et on te remboursera la semaine prochaine. » J'ai éteint mon téléphone. À ce stade, je n'étais même plus surprise. J'avais vu l'hôtel où il séjournait. C'était le genre d'endroit avec des garnitures dorées sur les portes du hall, des petits chocolats sur les oreillers et des ascenseurs en verre qui sentaient probablement le parfum de créateur. Pas exactement un voyage économique. Et maintenant, après m'avoir laissé derrière, ils comptaient sur moi pour financer leur escapade de luxe. Je vivais toujours dans la maison, techniquement. Donc, à leur retour, je savais que je devrais leur faire face. Mais je n'allais pas me laisser culpabiliser. Je n'allais pas prétendre que tout cela était normal, et je n'allais certainement pas virer près de 3000 € pour couvrir leur plaisir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quelle vitesse leur voyage de rêve a commencé à s'effondrer. Ils ont arrêté de publier, tout simplement. Un jour, c'était croissant et égo-portrait devant des vitraux. Le lendemain, rien. Plus de publications, plus de localisations, plus de légendes avec de faux émojis cœur. Puis j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand j'ai écouté, c'était ma mère. Elle avait l'air tendue. Elle a juste dit qu'il devait parler de l'argent et m'a demandé de la rappeler. C'est tout. Pas d'excuses, pas d'explications, juste la même supposition que je les sortirais d'affaire. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai commencé à reconstituer ce qui s'était probablement passé. La carte de crédit qu'ils utilisaient a dû être refusée. Peut-être à l'hôtel, peut-être au dîner. Peut-être que quelqu'un a essayé de réserver un train pour une autre ville et que le paiement a été rejeté. Quoi qu'il en soit, il était assez clair qu'ils avaient parié que je paierais et qu'ils avaient perdu. J'ai supposé qu'ils s'en occuperaient. Ce sont des adultes. Ils voulaient le voyage sans moi, qu'ils le gèrent sans moi aussi. Puis est arrivée la surprise totale. Dimanche après-midi, je suis rentré de mon service et j'ai trouvé Richard, un des plus vieux amis de papa, assis dans notre cuisine. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il avait l'air mal à l'aise. Pas le genre de gêne habituel et décontracté, mais comme quelqu'un qui entre dans un pétrin et se rend compte qu'il ne devrait pas être là. Il m'a dit que papa lui avait emprunté de l'argent. 2800 €, il y a 2 semaines. Je n'ai rien dit au début. Il m'a regardé, attendant, puis a expliqué que papa avait dit que j'aiderais à le rembourser une fois le voyage terminé. C'est là que j'ai compris. Ils avaient planifié le voyage. Ils n'avaient tout simplement pas l'argent. Et au lieu d'annuler, ou de réduire les coûts, ou je ne sais pas d'inclure la personne avec qui ils l'avaient initialement prévu, ils ont décidé que j'étais plus utile en tant que portefeuille invisible. Richard est parti peu de temps après. Il a dit qu'il reviendrait aux nouvelles dans 1 semaine. Il était poli, mais je pouvais dire qu'il savait aussi que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, Émilie est rentrée la première. Elle n'était pas censée être de retour si tôt. Aucun d'entre eux ne l'était. Sa valise était à moitié ouverte dans le couloir, et elle a laissé une traînée de sacs de course, de chaussures et une boîte de macarons à moitié mangée sur le comptoir. Elle n'a pas dit bonjour, elle est juste entrée dans ma chambre comme si de rien n'était. Alors, c'est tout ? Tu vas juste être mesquine à ce sujet ? Je l'ai dévisagé. Tu penses que j'aurais dû payer après que vous m'ayez menti et exclu d'un voyage que j'ai aidé à planifier ? Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'était pas mon idée, d'accord ? Romain a dit que tu étais distante et bizarre ces derniers temps, que tu rendrais l'ambiance gênante. Maman ne voulait pas de drame, et honnêtement, nous ne pensions pas que ça t'importerait autant. J'ai rien vrai rirait ce qui l'a encore plus énervé. Vous ne pensiez pas que ça m'importerait que toute ma famille m'ignore, parte dans un autre pays et s'attende à ce que je paie la note ? Elle n'a pas répondu à ça, elle a juste pris son téléphone et a commencé à tapoter sur l'écran comme si elle ne pouvait pas être dérangée. Puis elle a marmonné quelque chose dans sa barbe. Nous pensions que tu comprendrais. C'est pour ça que c'est si tordu. Comprendre quoi, exactement ? Que j'ai été exclu du groupe ? Que mon propre frère a dit à tout le monde que je gâcherais l'ambiance ?
Que personne ne m'a même donné une chance de dire quoi que ce soit avant de décider que je ne faisais plus partie du tableau? Elle a quitté ma chambre sans un autre mot. Je pensais que ce serait tout. Qu'il m'éviterait pendant quelques jours, peut-être enverrait un autre message sans conviction pour demander de l'argent. Peut-être ferait-il simplement semblant que rien ne s'était passé. Mais j'avais tort, car le lendemain soir, j'ai reçu un texto de maman qui m'a glacé le sang. Peux-tu rentrer tôt demain? Nous devons parler. À propos de quoi? Je n'ai pas eu de réponse, mais je l'ai découvert le lendemain. Il n'avait pas fini de se servir de moi. Je suis rentré tôt comme maman l'avait demandé. La maison était trop silencieuse, de cette manière inconfortable qu'elle prend quand quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Je suis entré dans le salon et je me suis arrêté sur le pas de la porte. Ils étaient tous là, maman, papa, Émilie et Romain, assis comme s'ils attendaient depuis des heures. Pas de télévision allumée, pas de musique, pas de téléphone dans leurs mains, juste assis comme un jury. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé. Papa a montré le canapé et a dit « Assieds-toi ». Je ne l'ai pas fait. Je suis resté debout. Maman s'est raclé la gorge comme si elle essayait d'adoucir ce qu'elle allait dire. Pendant notre absence, nous avons remarqué quelque chose d'étrange. L'argent d'urgence que nous gardons dans le coffre-fort. Il a disparu. 1850 €. J'ai cligné des yeux, et Émilie a sauté sur l'occasion sans hésiter. Nous pensons que c'est toi qui l'as pris. Elle n'a pas scié. Elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant, comme si elle avait répété cette phrase devant le miroir. Romain est resté assis là, les bras croisés, faisant semblant d'être émotionnellement détaché, mais je pouvais le voir sur son visage. Il savait exactement ce qui allait arriver. Je les ai regardés un par un. Puis j'ai parlé. Vous pensez que je l'ai pris? Papa s'est penché en avant, essayant de paraître logique. Seules quelques personnes connaissent le code. Tu étais la seule à la maison. Nous avons demandé à tout le monde. Et vous avez demandé à tout le monde? Romain a hoché la tête. Personne d'autre n'avait de raison de s'approcher du coffre. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était comme s'ils s'étaient tous mis d'accord pour réécrire les événements de la semaine et me faire porter le chapeau pour leurs dépenses imprudentes. Alors, vous avez tous planifié un voyage sans moi, vous avez menti à ce sujet, vous avez essayé de me le faire payer, et maintenant vous pensez que j'ai forcé un coffre-fort et volé 1850 €. Émilie a croisé les jambes. Ce n'est pas si fou. Tu étais en colère. Tu t'es probablement senti exclu. Et peut-être que tu pensais mériter une partie de cet argent. Voilà le récit. Je n'ai même pas pris la peine de me défendre parce que je savais que ça n'aurait pas d'importance. Il ne voulait pas la vérité. Il voulait un bouc émissaire. Il voulait transformer toute cette affaire en une histoire nette où ils étaient les victimes et où j'étais les gris qui s'étaient vengés. Je n'ai pas touché à votre argent. Et si vous pensez que je vais rester ici à vous laisser m'accuser de vol juste parce que vous avez fait exploser votre budget de voyage et que vous vous êtes fait prendre, vous êtes complètement fou. Maman a dit calmement, cet argent était pour les urgences. Alors peut-être ne devriez-vous pas utiliser votre fonds d'urgence pour faire des dégustations de vin à travers l'Europe. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis monté, j'ai claqué ma porte et je l'ai verrouillée. Le reste de la nuit, j'ai ignoré les coups à la porte, les textos, tout. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain soir, j'ai reçu un appel de tante Lise, la sœur de maman. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Elle a commencé par des banalités, puis a demandé nonchalamment si tout allait bien. Je lui ai dit, oui, ça va. Elle a marqué une pause. Émilie a dit que tu étais allé à Rome en secret. Elle a dit qu'il y avait eu un drame et que tu étais rentré plus tôt. C'est vrai? Je me suis assise lentement. Quoi? C'est ce qu'elle a dit. Qu'il y a eu une grosse dispute à propos d'argent et que tu as pris quelque chose de la maison avant de partir. Lisa rit un peu. Je lui ai dit que ça ne te ressemblait pas, mais j'ai pensé que je demanderais. Donc maintenant, Émilie racontait à la famille élargie que j'étais allé à Rome avec eux, que j'avais causé des problèmes, volé de l'argent et que j'étais rentré en douce. Voilà jusqu'où elle était prête à aller. Non seulement me blâmer à la maison, mais réécrire toute l'histoire et la distribuer à l'arbre généalogique. C'était de la pure folie. Et pourtant, je suis restée silencieuse parce que je n'allais pas riposter avec des histoires.
j'allais les laisser creuser leur propre tombe. Et quand elles s'effondreraient, je regarderais du sommet. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce ne serait pas moi qui les démasquerais. Ce serait maman. Vendredi soir, je suis rentré à la maison avec une odeur de poulet rôti et de pain frais. La table était déjà mise. Les serviettes pliées en petits triangles. Les bons verres à vin de maman sortis. Même le chemin de table en tissu qu'elle n'utilise que lorsque des invités sont là. Sauf qu'il n'y avait pas d'invités, juste la famille et moi le fantôme qu'ils avaient oublié dans leur diaporama de vacances. Je me suis assise sans rien dire. Romain était déjà à la moitié d'un soda. Émilie avait cet air suffisant qu'elle porte comme un parfum. Et papa était inhabituellement silencieux, poussant les petits pois dans son assiette. Personne n'a mentionné Rome. Personne n'a mentionné l'argent volé, juste le silence et le cliquetis des couverts comme si nous prétendions être normaux. Puis maman a parlé. Béatrice, je sais que tu n'as pas pris l'argent. Sa voix a tranché net à travers la table. Émilie s'est figée, une bouchée en suspens. Le verre de Romain s'est arrêté en l'air. Je n'ai pas bougé. J'ai vérifié les registres du coffre-fort, a-t-elle dit, si calmement que ça sonnait presque répété. La serrure numérique enregistre chaque ouverture. Le coffre a été ouvert 2 fois pendant notre absence. Une fois la nuit avant votre départ, Émilie, et une fois juste après votre enregistrement à l'hôtel, Romain. Aucun de ces moments ne correspond à quelque chose que Béatrice aurait pu faire. Je n'ai pas dit un mot. J'observais. Émilie a jeté un coup d'œil à Romain, puis à papa. Puis elle a souri comme si elle avait un tour dans son sac. Peut-être qu'elle a trouvé un moyen d'entrer sans le code. Maman n'a pas scié. Alors j'ai vérifié la caméra du couloir. Vous ne saviez pas que j'en avais installé une l'année dernière. Activée par le mouvement. Les seules personnes près de ce coffre pendant notre absence, c'était toi et ton frère. Le sourire d'Émilie s'est fissuré. Papa s'est adossé lentement comme s'il voulait soudainement disparaître dans sa chaise. Puis maman s'est de nouveau tournée vers moi. J'ai aussi parlé à Richard. Il m'a parlé du prêt. Il a dit que quelqu'un avait signé pour moi, mais ce n'était pas moi. Et je connais ma propre signature. Quelqu'un l'a falsifiée. Elle a fait glisser un papier sur la table. Émilie et Romain le fixaient comme si c'était une bombe à retardement. C'est l'écriture de Romain, ai-je dit sans réfléchir. Émilie a sèchement répliqué, c'est ridicule. Tu vas vraiment nous jeter sous le bus pour quelques centaines d'euros. Ce à quoi maman a répondu, et oui, absolument. Romain a marmonné quelque chose d'un accent grave peine audible. Puis il s'est levé comme s'il allait partir. La voix de papa était tranchante. Il n'avait pas dit un mot jusqu'alors. Romain, assieds-toi. Émilie a ricané et a marmonné, tu as donné naissance à un idiot. C'en était trop. Maman s'est levée, a fait le tour de la table et a giflé Émilie en plein visage. La pièce est devenue silencieuse. Personne ne respirait. Ce n'était pas brutal. Ce n'était pas dramatique, mais c'était suffisant. Assez pour arrêter la tempête de suffisance qu'Émilie était sur le point de déchaîner. Elle a touché sa joue comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était arrivé. Maman se tenait au-dessus d'elle. Je ne t'ai pas élevé pour être comme ça. Je ne vous ai élevé ni l'un ni l'autre pour mentir, voler et vous retourner contre votre propre sœur comme si elle était jetable. Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes. Elle joue toujours la victime. Elle agit toujours comme si elle était meilleure que nous. Tu ne le vois même pas, pourtant. Ce que je vois, c'est que toi et Romain avez planifié un voyage, exclu votre sœur, menti à ce sujet, essayé de la faire payer, puis l'avez blâmée quand vous étiez dépassé par les événements. Je vois que vous avez volé de l'argent dans cette maison et que vous avez ensuite essayé de détruire la seule personne ici qui n'a trahi personne. Émilie s'est levée et est sortie en trombe. La porte d'entrée a claqué si fort que les cadres sur le mur ont tremblé. Romain est resté assis, complètement pâle. Maman s'est tournée vers lui. Tu vas chez oncle Grégoire ce soir. Ne discute pas, Romain a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a hoché la tête une fois et s'est levé. Après leur départ, maman s'est rassise et m'a regardé. M'a vraiment regardé. Je les ai crus pendant 1 minute. Je déteste l'avoir fait. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Papa a finalement parlé. Tu as eu raison de ne pas envoyer l'argent.
La maison est restée silencieuse pour le reste de la nuit. Mais alors que je montais les escaliers, j'ai entendu la voiture d'Émilie démarrer en trombe, et une pensée m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Elle n'en avait pas fini, et la prochaine fois, elle ne s'en prendrait pas à mon portefeuille. Elle s'en prendrait à moi. La maison s'est finalement installée dans une paix étrange et froide. Romain était parti, séjournant chez oncle Grégoire comme l'avait dit maman. Émilie n'était pas rentrée depuis la nuit de la gifle. Sa voiture avait disparu de l'allée le soir même, et aucun de nous n'a demandé où elle était allée. Personne ne voulait briser le silence. Cela semblait temporaire, fragile, comme l'œil d'un cyclone. Je voulais croire que c'était fini, que peut-être, d'une manière ou d'une autre, les choses allaient simplement continuer. Mais le problème avec les gens comme Émilie, c'est que quand ils ne peuvent pas contrôler la situation, ils essaient de tout brûler. Ça a commencé doucement. Quelques regards étranges au travail. Puis une collègue a demandé « Eh, tu ne viens pas de rentrer de Rome ?» J'ai cligné des yeux. « Oh, je n'y suis pas allé. » Elle avait l'air confuse. « Émilie a dit que tu avais fait une sorte de crise de nerfs là-bas. Que tu étais rentré plus tôt ?» Je n'ai même pas répondu. Je suis juste parti. Mes mains tremblaient. C'était le même mensonge qu'elle avait raconté à tante Lise, maintenant juste un peu plus fort, un peu plus détaillé. Plus tard dans la journée, mon directeur m'a convoqué dans son bureau. Il tenait un courriel imprimé à la main. Quelqu'un se présentant comme « un parent inquiet » disait que je m'étais comporté de manière non professionnelle et insinuait que j'avais crié sur un enfant lors d'un événement de lecture. Disait que je semblais déséquilibré, et que j'avais besoin de prendre du recul. Il n'y avait pas de nom sur le courriel. Nous n'avons pas d'événement de lecture, pas depuis juillet, et je ne travaillais même pas ce week-end-là. Mais peu importait. Mon directeur devait prendre cela au sérieux. Il a dit qu'il ne m'accusait de rien, mais il voulait que je sois consciente de l'image que ce genre de courriel donne à la direction. J'ai su instantanément qu'il avait envoyé. Je suis allé à ma voiture dans le noir, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assise à regarder le volant. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Il y avait une différence. Je savais ce qu'Émilie faisait. Elle ne pouvait pas me ramener dans la maison, alors elle essayait de détruire les endroits où j'avais ma place, mon travail, ma réputation, ma santé mentale. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à chez tante Lise sans envoyer de texto. Elle a ouvert la porte en robe de chambre et a dit « Entre », comme si elle m'attendait. Je lui ai tout raconté. Le faux courriel, les rumeurs, les collègues qui posaient des questions. Le sentiment que ma vie était lentement bouleversée par quelqu'un qui n'était même plus présent. Et puis Lise a dit quelque chose qui a tout changé. Ce n'est pas nouveau. Je n'ai pas compris au début. Elle est allée à la bibliothèque, a sorti une boîte et m'a tendu un dossier. À l'intérieur se trouvaient de vieux textos, des impressions, et même des messages vocaux. Apparemment, Émilie avait fait quelque chose de similaire à notre cousine il y a 2 ans. Celle lui avait volé son petit ami, puis avait répandu des rumeurs pour faire croire qu'elle était celle qui était harcelée. C'est devenu si grave que la cousine a dû changer d'école, mais personne dans la famille n'avait jamais fait le lien. Ou peut-être ne voulait-il pas le faire. Lise a dit qu'elle n'en avait pas parlé avant parce qu'elle pensait qu'Émilie avait peut-être mûri depuis. J'ai quitté sa maison avec chacune de ses pages. J'ai imprimé le faux courriel de mon travail, j'ai retrouvé les faux comptes de réseaux sociaux qu'Émilie utilisait au lycée pour harceler les gens anonymement tout. Et j'ai tout donné à maman. Elle n'a pas dit grand-chose en regardant tout ça, elle a juste continué à tourner les pages. Son visage est resté complètement impassible. Puis elle a dit, invite tout le monde à dîner demain soir. Tout le monde signifiait Émilie aussi. Émilie est arrivée en retard, bien sûr. Long manteau noir, lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle était dans un drame Netflix. Romain est arrivé tôt, tripotant ses clés tout le temps. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que maman me fasse un signe de tête. Alors j'ai tout déballé. Chaque impression, chaque mensonge, chaque message. Lise a tout confirmé. Notre cousine aussi, par haut-parleur. Il n'y avait plus rien à nier. Émilie fixait la table, la mâchoire serrée. Elle a dit une chose. C'est de la folie. Et maman a répondu une chose. C'est aussi de la folie de prétendre être la victime dans une histoire que tu as écrite toi-même. Émilie a explosé. A jeté sa serviette. M'a traité de manipulatrice.
A dit que je ramenais toujours tout à moi. A accusé maman de monter toute la famille contre elle. Et puis elle a dépassé les bornes. Elle a regardé maman droit dans les yeux et a dit, « J'aurais aimé que tu aies mis au monde quelqu'un d'autre. » C'en était trop. Maman ne l'a pas giflé cette fois. Elle s'est juste levée et a montré la porte. Pars. Émilie a hésité comme si elle pensait que quelqu'un pourrait la défendre. Personne ne l'a fait. Pas même Romain. Elle est partie. Silencieusement cette fois. Pas de porte qui claque, pas de pneus qui crissent, juste partie. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'elle. Je ne pensais pas que tu te défendrais. Je suppose que je me suis trompé. Je vais arranger ça. Quelques minutes plus tard, un autre. Je suis désolé. Mais je n'étais pas sûr de la croire. Pas encore. Parce que les gens comme Émilie ne s'excusent que si quelque chose s'est brisé. Et j'avais le sentiment que les vraies excuses n'étaient pas pour moi. Je n'ai pas répondu aux textos d'Émilie. Je ne les ai pas supprimés non plus. Ils sont juste restés là, non lus et brillants sur mon écran comme deux petites excuses attendant que j'oublie les 3 dernières semaines de ma vie. Je n'ai pas oublié. La maison était plus calme maintenant, mais pas paisible. Juste vidée. Romain était toujours parti, séjournant toujours chez oncle Grégoire. Il ne s'est pas montré, n'a envoyé de texto à personne, pas même à maman. D'après ce que j'ai entendu par Lise, il travaillait à temps partiel dans un entrepôt, parlant à peine à qui que ce soit. Peut-être qu'il réfléchissait, peut-être qu'il se cachait simplement. Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. Émilie est restée partie aussi. Une semaine entière s'est écoulée. Pas de retour soudain, pas de scène dramatique. Son silence ne ressemblait pas à une retraite, il ressemblait à une stratégie. Je m'attendais à moitié à la voir réapparaître avec une nouvelle histoire, une dernière pirouette destinée à tout me remettre sur le dos. Mais rien n'est venu jusqu'à vendredi. Maman m'a appelé en bas cet après-midi-là. Sa voix était plate, pas émotive. Viens juste en bas. Elle est là. Je n'ai pas demandé qui. Je savais déjà. Émilie était dans le salon, debout près de la fenêtre. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, pas de performance. Juste un jean, un sweat à capuche, et un visage que je n'avais pas vu depuis des années le sien, non sculpté en une version d'elle-même qu'elle voulait que les gens croient. Je me suis arrêté au bord du tapis. Elle a levé les yeux, a croisé mon regard. Dit-elle doucement. Pas de drame. Elle n'a pas attendu la permission de parler. Je voulais gâcher ta vie, et je n'ai même pas de bonne raison. Je l'ai fait. Elle s'est assise lentement sur le bord du canapé, comme si elle n'était pas sûre de mériter de s'asseoir dans cette maison. Je détestais à quel point les choses semblaient faciles pour toi, même quand elles ne l'étaient pas. Je détestais la confiance que les gens te faisaient, comment maman et papa te voyaient toujours comme la personne stable. Je voulais que les gens te voient craquer juste une fois, juste assez pour me sentir moins seul dans ma propre fracture. Elle a baissé les yeux. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour te briser. Et j'ai presque réussi. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis même pas assise. Elle a sorti quelque chose de son sac et l'a tendu, une épaisse enveloppe blanche. Elle l'a posée sur la table comme si elle était radioactive. C'est l'argent. La totalité. C'est moi qui l'ai pris. Pas Romain, pas toi. Moi. Elle a regardé maman. J'ai dit à Romain de la blâmer. Je l'ai même forcé à dire aux gens qu'elle avait fait une crise de nerfs à Rome. Il ne voulait pas, mais il l'a fait quand même. Il te doit ses propres excuses. Maman est restée silencieuse, les bras croisés, observant Émilie comme si elle n'était pas encore prête à la croire. Je travaille dans un salon de thé en ville, a dit Émilie. Des services tardifs, surtout des pourboires. C'est comme ça que j'ai récupéré l'argent. Elle m'a regardé à nouveau. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je le dis quand même. Je suis désolé. Pas parce que quelqu'un m'a dit de l'être, mais parce que je veux enfin être différente. Puis elle a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a sorti de la poche de son sweat un morceau de papier de cahier plié. Il était froissé au coin. Je l'ai ouvert plus tard ce soir-là. C'était écrit à la main. Pas de fioritures, juste une liste des mensonges qu'elle avait racontés, une confession complète. Un par un, elle a énuméré chaque histoire qu'elle avait répandue, chaque faux message, chaque exagération,
même le nom du compte anonyme qu'elle avait utilisé pour envoyer un courriel à mon directeur. Elle a signé en bas. Dis-leur. Je ne t'en empêcherai pas, puis elle s'est levée et a dit la dernière chose que je pensais entendre d'elle. Je reste chez Claire pour un moment. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais quand je reviendrai, je veux que tu saches que je serai quelqu'un que tu voudras vraiment avoir autour de toi. Elle est partie sans un autre mot. Pas de drame, pas de claquement de porte, juste la porte d'entrée qui s'ouvre et se ferme. Après son départ, je me suis assise et j'ai regardé maman. Elle pleurait. J'ai attendu. Puis elle a dit doucement, j'ai cru le pire de toi. Parce que c'était plus facile que d'admettre ce que j'avais élevé. Je n'ai rien dit. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis tellement désolé, Béatrice. Et je l'ai cru. Pas parce que c'était pratique, pas parce que je voulais tourner la page, mais parce que pour une fois, elle était prête à le dire à voix haute qu'elle avait laissé faire. Qu'elle avait été aveugle. Qu'elle avait choisi les enfants faciles plutôt que l'honnête. Ça n'a pas tout réparé. Je portais encore le poids de ce qu'ils avaient fait. Mais ce soir-là, je n'ai pas mangé seul. Je n'ai pas pleuré dans ma chambre. Je ne suis pas restée silencieuse. Nous avons dîné ensemble, juste maman et moi. Pas de photos, pas de colisée, juste la paix. Silencieuse, réelle cette fois. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de me battre pour avoir ma place dans ma propre famille. Ils m'ont enfin vu. Et cette fois, personne n'a détourné le regard.